Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur le livre La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 13 diapositives. Bruno Patino est un personnage relativement important dans la direction des grands médias français. Il est né en 1965 et fut diplômé de Sciences Po Paris et de l'école de commerce ESSEC. Au cours de sa carrière, il a été secrétaire général du directoire du journal Le Monde, secrétaire général de la branche littérature de la maison d'édition Hachette Livre, directeur de la station de radio France Culture, directeur éditorial de la chaîne de télévision Arte. Il connaît donc très bien le monde des médias. Lorsqu'on parle des débuts d'Internet, l'œuvre de Teilhard de Chardin est souvent citée comme source d'inspiration. Voici comment le fait Bruno Patino. Ce que Teilhard de Chardin annonce, c'est la création d'une forme de conscience universelle et planétaire qui met en relation tous les champs de connaissances. Cette croyance recèle du positivisme, de la spiritualité et de la foi dans une approche qui se veut scientifique. Au niveau planétaire, la noosphère naît de l'interconnexion des cerveaux humains. Elle se superpose aux autres formes d'organisation pour fonder l'esprit de la Terre ou de l'univers. L'idéal de la noosphère devait être atteint en plusieurs étapes, correspondant à différentes versions du web. Mais l'une des transitions ne s'est pas passée comme prévu. Voici ce qu'en dit l'auteur. La route était tracée. Le web 3.0 serait sémantique et lirait les savoirs, et le 4.0 les intelligences. Un aiguillage inattendu s'est présenté qui a dévié le cours des choses. La forme nouvelle de l'Internet n'est pas sémantique, mais dessinée par l'économie de l'attention. Cette bifurcation pourrait être fatale au projet, selon l'auteur. Je cite : « L'utopie initiale est en train de mourir, tuée par les monstres auxquels elle a donné naissance. Deux forces ignorées par les libertaires se sont déployées en l'absence d'entrave. L'emportement collectif naît des passions individuelles, et le pouvoir économique naît de l'accumulation. » Pour expliquer ce qui a causé la bifurcation, Bruno Patino cite le Persuasive Lab et Facebook comme responsable. Voici comment il l'explique. « J'essaye de trouver comment les ordinateurs peuvent changer ce que les gens pensent et ce que les gens font, explique B.J. Fogg, et comment ces ordinateurs peuvent produire ces changements de façon autonome. Rapprocher le cercle des comportements humains, attitude, motivation, manipulation et obéissance volontaire, du cercle des technologies numériques, applications, monde virtuel, services numériques, software, jusqu'à ce qu'ils se superposent, illustre la mission que s'est donnée le Persuasive Lab, qui a inventé un terme pour nommer sa science, la captologie, ou l'art de capter l'attention de l'utilisateur, que ce dernier le veuille ou non. Je note au passage que la fusion des cercles humains et numériques ressemble à la fusion des mondes physiques et numériques que constitue le projet de société 5.0. Ce projet, publié par le bureau du Premier ministre japonais, repose largement sur l'IA, qui fait l'objet d'un rapport dédié intitulé Stratégie IA 2022. Celui-ci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voici détaillé le mécanisme à l'œuvre dans les outils numériques de l'économie de l'attention. Les données identitaires, comportementales et contextuelles ont été mises en relation de façon à pouvoir analyser, copier, prévoir et influencer les comportements. Les algorithmes prédictifs sont les machines-outils de la production du temps. Mieux ils connaissent les comportements, plus il leur est possible de conditionner les réponses aux stimuli numériques et concevoir ainsi des plateformes et services auxquels nous sommes accros. On notera l'emploi du terme de « conditionner » qui doit nous rappeler le modèle pour un cerveau de Ross Ashby. La modélisation du cerveau permet d'en prédire les comportements et donc de choisir les sollicitations à lui envoyer pour qu'il adopte le comportement désiré. Voyons maintenant comment fonctionne l'économie de l'attention. Elle se caractérise par des fonctionnalités propres aux outils numériques. Je cite : « Le philosophe Yves Citon a distingué 4 catégories. Les messages ou alertes qui rentrent par effraction dans notre paysage mental sont des outils de création d'attention captive. La proposition de tout type de récompense nourrit l'attention attractive. Le développement de messages divertissants, choquants ou sérieux joue sur l'attention volontaire. L'attention aversive, enfin,
provient de la peur de manquer l'immanquable, fear of missing out. L'économie de l'attention se caractérise également par différentes tonalités de messages. Je cite : jouer sur la surprise, le rire, la colère, les croyances, les émotions, les indignations, les outrances. C'est associé au message une prime de viralité, qui lui garantira d'être partagé, souvent même avant d'avoir été lu, et lui permettra de surnager dans un torrent de signes. En s'immisçant dans le cercle des comportements humains, l'économie de l'attention a influé sur la perception que l'on a du monde extérieur, mais également sur la manière de s'exprimer de notre intériorité. Notre relation à la réalité s'en trouve profondément perturbée. Pour aborder ce sujet, l'auteur choisit de citer Philippe K. Dick, qui proposa en 1978 cette définition de la réalité. La réalité, c'est quelque chose qui ne s'en va pas quand vous cessez de croire en elle. Je ne trouve pas mieux comme définition. Avant de finir par admettre, mais la réalité, c'est avant tout personnel. L'auteur de science-fiction pousse le raisonnement jusqu'à s'interroger sur l'humanité des individus ainsi happés par l'économie de l'attention. Je cite Philippe K. Dick : « Le bombardement de pseudo-réalités finit par produire des humains non authentiques, aussi faux que les données qui les entourent de toutes parts. Les fausses réalités vont créer des faux humains, et les faux humains vont à leur tour produire des réalités et les vendre à d'autres humains en les transformant à leur tour en faussaires. C'est juste une version élargie de Disneyland. » Cette instrumentalisation radicale de l'information met en position difficile les personnes dont le métier est lié à l'information véridique. Au premier rang de ceux-ci se trouvent les scientifiques. On a vu ensemble qu'Édouard Bernays, dans son livre Propaganda, se vantait déjà au début du XXe siècle d'avoir instrumentalisé les médecins pour faire croire au mérite d'un petit déjeuner copieux, ce qui l'avait aidé à vendre des œufs et du bacon. Bruno Patino choisit de partager un autre exemple. Un mémorandum interne au syndicat patronal de l'industrie du tabac datant de 1969. Notre produit, c'est désormais le doute, car le doute, c'est la meilleure façon de fragiliser les idées qui existent dans la tête de nos consommateurs. L'économie du doute vise à produire de la vraisemblance pour remplacer la vérité, et à donner à des idées marginales plus de poids qu'elles n'en ont en réalité. Outre les scientifiques, les journalistes sont chargés de diffuser les informations. Les personnes qui reçoivent ces informations s'attendent à ce qu'elles soient véritables et équilibrées. Or, l'instrumentalisation de l'information par le pouvoir lui donne une coloration très partiale. C'est ce qui explique la plainte de l'historien Marc Lazare, cité par l'auteur. Je cite : « La presse est une institution menacée, dont le métier est remis en cause. L'expertise est désormais considérée comme la forme la plus pernicieuse et la plus aboutie de la domination. » Les scientifiques qui s'étonnent de voir augmenter le nombre des platistes, et les journalistes qui s'étonnent du peu de considération dont ils disposent auprès de l'opinion publique. N'ont-ils pas leur part de responsabilité dans cette dégradation ? Ne pourraient-ils pas condamner l'instrumentalisation qui est faite de leur outil de travail ? Voyons ce que l'auteur, qui exerce dans le monde du journalisme, trouve à répondre. Il donne d'abord ce qui lui semble être les deux caractéristiques majeures de la profession, la théorie du garde-barrière et l'agenda setting. Je cite la définition du premier. La théorie du garde-barrière transforme une réalité empirique en mission. Le petit nombre de professionnels qui informent le grand nombre de citoyens détient la clé du choix, de la nature et du contenu des messages. Voici la définition de l'agenda setting. L'agenda setting est la capacité des médias à organiser la conversation publique, non pas en énonçant ce qu'il faut penser sur un sujet, mais en promouvant les sujets sur lesquels il faut penser. On voit ici comment la profession de journaliste est perçue comme un contrôleur de l'information, dont le rôle est d'organiser le débat démocratique, et donc la démocratie elle-même, en fonction des attentes de son employeur et des annonceurs qui le financent. Mais cet état de fait a été perturbé par l'arrivée d'Internet, comme média alternatif. Voici ce qu'en dit l'auteur. Le garde-barrière s'est inversé. Tout le monde peut entrer dans le système, mais l'utilisateur n'a pas accès à tout le monde de la même façon. Ceux qui sont le plus proches de lui entrent dans son système d'information plus facilement. Quant à l'agenda setting, il est désormais construit par les algorithmes, non pour la collectivité,
mais pour chaque utilisateur en fonction de l'efficacité passionnelle du message, qui déclenchera une réaction de sa part et contribuera à l'animation du réseau. On notera ici comment les algorithmes qui renforcent les préjugés en enfermant les utilisateurs dans des contenus conformes à leurs tendances contribuent à radicaliser le débat public et favorisent le communautarisme. Si celui-ci avait été identifié comme une menace pour la paix civile au lieu d'être érigé en modèle de tolérance, les excès dont se plaint l'auteur n'auraient peut-être pas eu la possibilité de s'installer dans les mœurs. Les conséquences politiques de l'émergence d'Internet sont aussi abordées par Bruno Patino, qui prétend chercher des solutions aux problèmes qu'il constate. Voici l'analyse qu'il propose au sujet d'une solution qui pourrait être envisagée. Faire payer le consommateur d'informations pour l'intégralité de son coût de production, c'est risquer de réserver l'accès à l'information à une minorité et provoquer des externalités négatives, dégradation du débat public, impossibilité d'avoir un système démocratique stable, non pas à cause de la différence d'opinion, mais à cause de la différence du niveau d'information. Il me semble ici ironique que l'auteur se plaigne de la différence du niveau d'information qu'induirait cette mesure, alors qu'il semble défendre la théorie du garde-barrière, qui me semble poser le même problème. Autre analyse politique, qui fait référence à Neil Postman, auteur de Se distraire à en mourir. Je cite : « Près de 35 ans après sa parution, l'analyse de Postman garde son caractère prophétique. Le flot est bien là, et notre servitude au divertissement s'est transformée en addiction. Ce flot ne nous arrive pas de façon erratique, il est organisé par une économie prédatrice. Le retour d'Orwell ne s'est pas fait par le politique, mais par l'économique. La jonction avec Huxley est réalisée à l'échelle de chacun. Nous sommes les acteurs de notre propagande. » La comparaison entre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour finir, Bruno Patino s'inquiète du rôle que l'IA pourrait jouer dans le monde de l'information. Nous avons créé une technologie potentiellement dominatrice en quête de philosophie pour la guider, déplore Henry Kissinger avant d'énoncer 3 risques mortifères pour la civilisation des Lumières. Des intelligences artificielles devenues autonomes, qui entreprendraient des actions aux résultats contraires à ceux attendus, d'autres qui, dans leurs calculs, imposeraient leurs propres valeurs, contraires aux valeurs humaines, en mettant par exemple en relation la valeur économique d'une vie par rapport à la valeur du matériel dans le cadre de l'accident d'une voiture sans conducteur. D'autres, enfin, qui finiraient par développer des raisonnements dont la complexité serait inaccessible à l'esprit humain. Les premiers systèmes d'information, on l'a vu chez Herbert Simon dans son essai sur les sciences de l'artificiel, avaient pour but de fournir aux décideurs économiques du feedback sur leurs décisions. Ce que décrit Henry Kissinger, c'est le risque d'assister à une inversion des rôles. L'IA deviendrait la partie commande du système économique. Les humains, inaptes à comprendre les stratégies mises en place, subiraient les décisions et seraient, au mieux, amenés à exprimer leur mécontentement en guise de feedback. En conclusion, Bruno Patino propose dans cet ouvrage un résumé intéressant de l'histoire des relations entre Internet et les médias traditionnels. Il loue l'idéal originel d'Internet, de faciliter la diffusion de toutes les informations, et considère que cet idéal a été perverti par une logique mercantile. Il fait semblant de croire que cette logique mercantile est responsable de l'émergence de la désinformation et de troubles de perception de la réalité sociale et politique, alors que de tels phénomènes pouvaient déjà être observés avec l'apparition de la télévision, de la radio et même de la presse écrite. Dès lors, il n'est pas évident de déterminer qui prend la parole dans ce texte, un citoyen éclairé, soucieux des dérives des algorithmes de recommandation, ou un professionnel de la presse, inquiet pour le monopole de son industrie. Enfin, la menace que fait peser l'IA sur l'information, et donc sur le système politique, est évoquée en guise de perspective. Merci, et à une prochaine vidéo.